Chers collègues, avant d'aborder le fond de cette motion, je voudrais profiter de l'occasion pour remercier tous les Canadiens et Canadiennes qui sont en première ligne chaque jour, mais surtout en ce moment où nous sommes confrontés à une pandémie mondiale. Nos premiers intervenants et nos travailleurs de la santé de première ligne courent un grand risque, non seulement de contracter la COVID-19 eux-mêmes, mais aussi de subir tout le stress supplémentaire qui accompagne les heures interminables et la tragédie de ce qu'ils voient chaque jour. Et des mesures qui sont prises pour y faire face. Les appels en matière de santé mentale sont à la hausse, tout comme les incidences de violence conjugale et de violence envers les enfants. Et ce sont nos premiers répondants qui assistent à tout cela en première place. Je veux donc dire à ceux qui souffrent actuellement de stress post-traumatique, nous vous voyons, nous vous remercions et nous voulons nous assurer que vous êtes également pris en charge. Et pour les héros qui ont succombé à cette maladie mentale pernicieuse, nous souvenons de vous tous et toutes et vous remercions pour votre service envers votre pays et votre prochain et vos prochains. Mes pensées vont également à leurs familles en deuil, des familles comme nos amis Mary et Stephen Riggs qui étaient avec nous à chaque étape du processus il y a quelques années lorsque nous avons adopté le projet de loi C-211. Je tiens à dire à Mary et Stephen et à tous ceux qui ont perdu des êtres chers à cause du syndrome de stress post-traumatique, vos fils, vos filles, vos parents, vos sœurs, vos frères étaient des héros et on se souvient d'eux comme tels. Le 21 juin 2018, le projet de loi C-211, loi concernant un cadre fédéral relatif au syndrome de stress post-traumatique, a reçu la sanction royale. Chers collègues, comme vous vous en souvenez peut-être, il s'agissait d'un projet de loi d'initiative parlementaire rédigé par le député Todd Doherty. Je suis devenu le parrain de ce projet de loi ici au Sénat après avoir entendu le député Doherty en parler avec tant de passion au sein du caucus. Puis à nouveau, lorsque nous nous sommes rencontrés dans mon bureau. Je pouvais voir à quel point cela lui pesait alors que nous étions assis un soir et que nous parlions des conséquences du syndrome post-traumatique sur nos premiers intervenants et leurs proches. Je pouvais voir que c'était profondément personnel pour lui. Le député Doherty a rédigé ce projet de loi après le décès d'un de ses amis chers, Darren Anderson. Darren Anderson était un pompier chevronné qui luttait depuis 17 ans contre le syndrome post-traumatique et qui malheureusement a perdu sa bataille. Le 15 septembre 2018, Darren s'est suicidé en laissant derrière lui sa femme et ses 3 enfants. Il était considéré comme un héros par de nombreux membres de sa communauté. Mais même les héros peuvent parfois se battre et malheureusement, lorsqu'ils n'ont pas l'aide dont ils ont besoin, ils peuvent tomber. Cette histoire est tragique, mais elle est loin d'être la seule. Partout au Canada, nos premiers intervenants ont un besoin urgent d'aide et cette aide n'est pas toujours constante. Le projet de loi de C-211 avait un objectif, établir un cadre pour le syndrome de stress post-traumatique ou ce qui est communément appelé le PTSD en anglais, faire en sorte que tous les premiers intervenants aient accès aux mêmes ressources pour s'occuper de leur santé mentale, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Une personne de Winnipeg, du Saguenay, de Toronto se mettent en danger pour aider leurs concitoyens lorsqu'ils sont le plus vulnérables. Le minimum que nous puissions faire pour eux est de leur fournir de soins suffisants lorsqu'ils se trouvent eux-mêmes dans le besoin. Il est inconcevable que les personnes qui nous appelons à juste titre des héros soient livrées elles-mêmes. Chaque matin, elles mettent leur uniforme et sachent qu'il s'agit peut-être du dernier moment qu'elles auront avec leurs proches. Ils sont prêts à tout risquer pour qu'elles se sentent obligées de servir et d'aider les autres. Leurs actions sont la quintessence de l'altruisme et elles méritent d'être traitées avec dignité. Il est de notre responsabilité de nous assurer qu'elles bénéficient de tout le soutien dont elles pourraient avoir besoin. Ces personnes sont témoins d'événements si terribles que le simple fait de les lire est horrifiant. Ce sont les premières personnes qui arrivent sur des scènes effroyables et elles peuvent se trouver dans des cas trop souvent irrécupérables et traumatisants. Pour vous donner une idée de la détresse que ressentent souvent les premiers répondants, je voudrais vous faire part d'une partie du témoignage de Natalie Harris, ancienne secouriste en soins avancés en Ontario, lors de sa comparution devant le comité le 16 mai 2017. Je cite, « Il n'est pas normal
Qu'une personne vous demande d'enlever sa jambe et son bras parce qu'elle ressentait tellement de douleur d'être coincée dans une voiture avec de multiples fractures ouvertes sur son corps. Il n'est pas normal d'apprendre que le patient qui s'est pendu la nuit précédente avait un deuxième nœud coulant qui attendait sa femme, que son fils n'avait pas appelé le 911 au bon moment. Il n'est pas normal de voir une jeune femme enceinte de 7 mois se frotter le ventre avec le seul membre qui pouvait bouger, car elle a eu une attaque qui l'aurait rendue handicapée. Il n'est pas normal de voir le téléphone portable sur la route à côté du conducteur visiblement mort, écrasé entre le trottoir et la voiture, qui envoyait des SMS et conduisait. Nathalie a poursuivi en disant qu'il n'est pas normal d'expérimenter et de voir l'aspect du vrai mal quand vous apprenez comment 2 femmes innocentes ont été assassinées. Il n'est pas normal de voir quelqu'un mourir sous ses yeux plus de fois qu'on ne peut compter. Sachant ce dont ils sont témoins au quotidien, il n'est pas du tout surprenant que beaucoup de ces héros souffrent gravement du syndrome de stress post-traumatique. Selon une étude de Stuart Wilson, Harminder Giuliani et Georgi Boychev de l'Université de Regina, publiée dans le Journal of Community Safety and Wellbeing, on estime que le taux de prévalence du syndrome post-traumatique de stress post-traumatique pourrait atteindre 32% chez les policiers, 26% chez les ambulanciers et 17% chez les pompiers. En comparaison, ce taux est d'environ 9% pour la population générale. Compte tenu des situations auxquelles ils sont confrontés quotidiennement, ces taux élevés ne sont pas du tout surprenants. Ils souffrent énormément et si nous ne faisons pas notre devoir, ils continueront à souffrir en silence. Cela fait maintenant plus de 2 ans que ce projet de loi est devenu une loi. Le gouvernement a publié un rapport sur ce qu'il a l'intention de faire pour s'assurer que nos héros disposent des ressources nécessaires pour faire face au syndrome de stress post-traumatique. Malheureusement, cela fait presque 1 an maintenant et peu de choses semblent avoir changé. Les inégalités dans les ressources disponibles pour aider les premiers intervenants à travers le pays persistent. On pourrait penser que le bien-être des personnes, même qui consacrent leur vie à assurer notre sécurité, serait une priorité absolue, surtout maintenant, en période de pandémie, alors que nous faisons encore plus appel à elles. CBC News a rapporté que les pompiers et les ambulanciers de Winnipeg ne reçoivent qu'un maximum annuel de $350 pour des rendez-vous psychologiques dans le cadre de leurs avantages sociaux. Ce montant ne couvrirait même pas 2 séances complètes avec un psychologue, puisque le taux recommandé en 2020 pour les psychologues au Canada est de $195 pour une séance de 50 minutes. Il va sans dire que ce type de rémunération n'est tout simplement pas suffisante. En comparaison, la Saskatchewan Health Authority indique que leurs auxiliaires médicaux peuvent recevoir jusqu'à $2,000 par an pour le même type de rendez-vous. À Toronto, ce montant peut aller jusqu'à $3,500 par an. On constate le même problème pour les pompiers. Un pompier de Regina aura droit à $500 par an. Si le même pompier habitait à Calgary, ce montant serait de $1,000. À Halifax, il serait de $1,500. À Toronto, il serait de $3,500. C'est une situation inacceptable. Les gens méritent le même traitement, quel que soit l'endroit où ils vivent au pays. Ils font tous le même travail et sont tous témoins d'événements traumatisants semblables. Ils devraient tous donc recevoir une aide équivalente. Ce manque de ressources conduit à une épidémie de suicides dans les rangs des premiers intervenants. Josh Klassen, par exemple, un pompier de 2e génération qui a quitté son emploi en 2020 après avoir servi sa communauté à Winnipeg. Il a réalisé quelque chose de très inquiétant. Il a déclaré qu'au cours de sa carrière de pompier, il y avait eu plus de gens qui se sont suicidés que de personnes qui sont mortes lors d'opérations de tir au sort. Il aurait dû avoir accès aux mêmes ressources que celles fournies à Toronto, Halifax ou Calgary. Leur vie ne valait pas moins parce qu'ils sont servis à Winnipeg. Nos héros ont ainsi souffert. Ils ont donné tout ce qu'ils peuvent pour assurer notre sécurité. Le minimum que nous puissions faire est d'en prendre soin à notre tour et de nous assurer que chacune d'entre eux est traitée avec respect. Honorables collègues, le gouvernement doit rendre de compte pour s'assurer que cette situation ne persiste pas. C'était là tout l'intérêt de cette législation. Une législation qui a été adoptée dans les 2 chambres avec le soutien unanime de tous les partis politiques. Le gouvernement est tenu par la loi de remédier à ces insuffisances et ces inéquités. As mentioned,
Comme mentionné, cela fait plus de 2 ans que la législation a reçu la sanction royale et presque 1 an que le rapport a été publié. Et pourtant, chers collègues, la situation reste clairement insatisfaisante. Alors, le gouvernement est-il satisfait à ses obligations en vertu de la loi? Et si oui, pourquoi cela ne fonctionne-t-il pas? Faut-il simplement plus de temps pour que le système rattrape son retard? Ou pouvons-nous et devons-nous en faire plus? Davantage. Ce sont des questions auxquelles nous avons le pouvoir et les ressources et l'obligation de répondre. C'est pourquoi je demande au Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie soit d'autoriser à examiner la mise en œuvre et le succès d'un cadre fédéral sur le syndrome de stress post-traumatique par le gouvernement du Canada et à faire rapport à ce sujet en ce qui concerne les 4 domaines prioritaires identifiés en mettant l'accent sur la collecte de données, c'est-à-dire un meilleur suivi du taux de syndrome de stress post-traumatique chez les premiers intervenants et des coûts économiques et sociaux qui sont associés. Chers collègues, tout comme vous avez soutenu la législation initiale traitant de cette question très importante et très urgente, j'espère que vous appuierez également cette motion. Je crois que nous le devons aux hommes et aux femmes à qui nous demandons tant, aux hommes et aux femmes qui demandent si peu en retour. Nous avons montré une certaine solidarité il y a 2 ans lorsque nous avons adopté cette motion et donc je pense qu'il en revient à nous, parlementaires, de savoir où se trouve le goulot de la bouteille parce que nous sommes en plein milieu d'une pandémie et nous avons absolument besoin de nos premiers répondants. Donc, j'urge mes chers collègues aujourd'hui de soutenir cette motion, que l'on s'attelle à ce problème et que l'on règle les écarts qui existent en termes de pour ce qui a trait au syndrome de stress post-traumatique. Merci beaucoup.